doit le faire exprès. Qui vous ébouillante pas. Ouais. Et ça, ces parties qui ont coulé, c'est pas de l'acier, c'est de la scorie. D'accord. Par contre, là on commence à avoir de l'éponge de fer. Cette partie-là, ça c'est de l'éponge de fer. Ouais. Donc c'est pratiquement du fer pur. C'est-à-dire, plus c'est éloigné de la tuyère, moins vous avez de carbone. Donc là, vous avez que du fer. Par contre, l'acier dur, il va être au milieu de la loupe, en face des tuyères. Donc la loupe, si vous regardez bien, elle fait comme des... Donc dans les creux, il y avait la tuyère, c'est l'endroit où il y aura le plus de carbone. Mais vous voyez, un morceau d'argile de 5 cm déjà, vous voyez d'un côté, c'est chaud, mais il y a une différence de température. Donc on fait des briques, nous, de 20 cm d'épaisseur. À l'extérieur, il n'y a pas de déperdition. Et puis ça coûte rien, c'est de l'argile et de la paille. Donc ces parties-là, ces scories, ont été utilisées dans l'agriculture pour refaire concasser, broyer pour amender. Ça a été utilisé, donc ça on en trouve des fois dans les champs, les gens me disent on trouve du métal. C'est de la scorie. Non, maintenant ça se détruit. Non, parce qu'après ça se détruit pas, si vous voulez, c'est une espèce de verre. Ça se détruit pas et donc sur le terme, ça, au contraire, ça apporte de l'acidité, donc les terrains acides, c'est pas encore l'idéal pour la culture. Dans les premières années, ça marche, attention. Donc là-dedans, on peut, peut-être que ça, c'est des perles. On n'a pas les banques. Ça, c'est peut-être des perles de métal. Donc si vous voulez, quand ça coule, quand on met le minerai, ça coule, c'est des gouttes qui s'amalgament les unes aux autres. Donc ça, c'est un assemblage au cours des heures de milliers de gouttes de métal de valeurs différentes. On l'a mis ce matin. Donc l'intérêt de le mouiller aussi, c'est de le purifier plus ou moins, parce qu'on peut éclater cette gomme, l'éclat, ça permet de libérer une partie des scories. Oui, ça c'est pas en fait. Parce que là, si vous voulez, les anciens, ce qu'ils faisaient, ça, ils le broyaient les concassés, puis ils le passaient dans le métal, pour récupérer tout le maximum de métal. Voilà. Pardon. Comment vous dites que il passe au bord magnétique. Parce que, si vous voulez, le magnétisme, le minerai qu'on met n'est pas magnétique dedans. Par contre, le mécanisme dans le bas fourneau, si vous voulez, quand le carbone s'allie sous l'action de la chaleur de l'oxyde de carbone, quand il s'allie à l'oxyde de fer, la polarité, la polarité change. C'est-à-dire il tourne comme ça, après il tourne comme ça, c'est plus le même, il n'a plus la même morphologie. Donc après, quand la température baisse, c'est-à-dire au-dessus de 800 degrés, il est amagnétique, c'est-à-dire on peut mettre un barreau, il n'y a rien. Par contre, en dessous de 700 degrés, il devient magnétique. Donc le magnétisme, il s'attrape dans le forme. C'est la fabrication. Il y a des minerais qui sont magnétiques au départ, mais qui subissent la même transformation. Mais là, par contre, on a à la base un minerai qui est amagnétique et qui devient magnétique dans le forme. Et donc on utilise cette propriété pour récupérer. Voilà, donc ça vous le broyez, broyé. voilà, vous le broyez, vous le concassez, et vous passez un barreau magnétique, vous récupérez tout le maximum de métal. Parce qu'il y a des perles, ça je pense que c'en est une. Ça je pense que c'est une. Moi j'ai pas de barreau magnétique, autrement je vous l'aurais montré, mais ça c'en est une. Ça c'en est une, c'est pas de la scorie, c'est pas le. Mais même là-dedans il y en a. Si vous voulez, on a très peu de preuves archéologiques de ce genre de truc. Vous savez pourquoi? Parce qu'au XVIIIe siècle, 19e siècle, il y avait des tas de scories comme ça, dans la montagne noire, partout. On sait que là-dedans, il y a entre 5 et 10% d'oxyde de fer non réduit. Donc à l'époque du Creusot, on remettait ça sur des wagons de chemin de fer, et on les amenait, on les repasse dans la France, dans les hauts. Donc on récupérait sans exploitation. Le problème, c'est qu'on a effacé toutes les traces archéologiques qu'il y avait dans l'état. Donc on a très peu d'informations sur la métallurgie, même récente. On a très peu d'informations de ce fait-là, c'est que toutes les traces ont été effacées. Et ça, et la surexploitation. Si vous voulez, ici, il y a sûrement eu des mines de fer. On a des traces, on a des preuves qu'il y en a eu. Mais ça, c'est tellement été exploité qu'on n'en trouve plus. On ne trouve plus de traces, puis ça a été plastiqué, ça a été plus ou moins labouré. Mais des fois, dans les champs, les gars trouvent de ça. C'est des résultats de bas-fourneau. Voilà. Les forgerons du coin, mais dans la nature, non. Les forgerons du coin, il faut forger sur site. Si vous voulez, jusqu'à 1700 à peu près, il y avait les forges volantes. C'est-à-dire les gens, c'était une activité de cueillette. Hein, ils ramassaient le minerai, quand ils en trouvaient, ils en faisaient un tas. Quand ils en avaient suffisamment, ils faisaient venir quelqu'un qui faisait avec le recyclage. C'est pour ça que c'est pareil. Il y a très peu d'avancées avant le 15e siècle.
très peu. Pourquoi? Parce qu'on recyclait l'agriculture. Donc le forgeron venait, le bourdonnier, et il remettait tout dans le fourneau, et avec ça, on faisait des outils. Donc il y a très peu de... Voilà, c'était très cher. C'était très très cher. Au Moyen-Âge, en 1300, avant les croisades, un seigneur pour un équipement complet, il laissait 2 ans ou 3 ans de revenus pour être armé de pied en cap. Donc c'était quand même... on allait se faire foutre sur la gueule par les Sarrasins, c'était pas vraiment... Les rafales, ils coûtent cher. Ah, leur poids, non. Quand il y en a qui se cassent les mains. Il y a un truc pas cher, c'est les Kalachnikov. Ouais, c'est le meilleur argument. Hein. C'est ce qu'il faut acheter, 500 €. Mais par contre, si les gendarmes vous attrapent, c'est la correctionnelle garantie. Donc si vous voulez, tout était recyclé. Donc on a très peu d'outils anciens, d'armes anciennes à cause de ça aussi. Parce que c'était itinérant, si vous voulez. C'était itinérant. Après, il y avait les seigneurs, il y avait les gros évêchés qui avaient les moyens d'avoir la forge sur site. Mais après, c'était des itinérants, les gars, ils allaient ramasser dans la nature. Quand ils en avaient un tas suffisant, ils le laissaient vieillir, parce qu'alors ils disaient que ça l'aidait. Donc ils le laissaient vieillir pendant 2-3 ans avec le gel et tout ça, sans purifier le parti, sans enlever la gangue de terre autour. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui venait, qui était payé en nature. À l'ESSAC, il y a des textes. Le gars, il a fait, je sais pas combien de pioches, de faux, d'outils, et il a été payé avec des oies. Il est reparti avec des oies. Oui, mais à cette époque-là, c'était important. Donc après, on a fait des forges à partir de 1780-1790. À partir du moment où on a fait des hauts fourneaux, il y a eu de l'excédent. Donc il y a eu des forges fixes parce que le prix du matériau avait baissé. Donc ça s'est perdu. Et après, après le haut fourneau. Donc malheureusement pour nous, parce que ça fait de très bons aciers pour faire des outils coupants, tout ce qui est outils coupants. Imaginez que l'Europe a été déforestée avec des haches qui ont été faites avec ce produit. Donc ça fonctionnait. Bon, il y avait de l'huile de coude aussi. Il y avait beaucoup d'huile de coude. Donc ça a été fait. À partir du moment où on a eu de la fonte, le prix du produit a baissé, donc il y a pu avoir des forges fixes. Donc les forges fixes s'attaquent après 1790. Donc dans les villages, à Ségur, il y avait 2 forges. Il y avait 2 ateliers. Donc après, ça s'est changé. Mais après, ils recevaient les lingots, ils transformaient. Et très vite, ils ont reçu le produit fini, semi-transformé. Vous avez sûrement connu des barreaux moitié usinés, etc. Donc l'âge industriel, si vous voulez. Alors, ça s'est perdu aussi pour une autre raison, à cause de la déforestation. La recherche du moyen pour le haut fourneau, si vous voulez, le haut fourneau, ça permet de monter à des températures plus importantes, donc on n'a pas toute cette gamme, on n'a pas toute cette perte. Donc le produit fini, en plus, est très chargé en carbone. Donc on préfère enlever du carbone. À cette époque-là, c'était un peu compliqué, mais on préfère enlever du carbone et on a un produit fini de suite. Là, il y a un gros travail de forge. Alors, pour faire une tonne de ça, en 1600, il fallait 1,5 hectare de bois. Les vallées avaient des aspects lunaires. Voilà. Alors si vous voulez... Ah oui, le bras de Cos, c'est l'exploitation humaine. Et imaginez qu'à cette époque-là, par exemple, imaginez la construction de la cathédrale de Rodez. La construction de la cathédrale de Rodez, ça nécessitait 3000 arbres de futaies, c'est-à-dire des arbres plus nombreux. Et les plus jolis. Voilà, et les plus jolis. Mais après le reste, c'était du bois pour forger les tire-fonds, pour le plomb. Vous savez bien que les pierres de la cathédrale étaient tenues par du plomb. Hein, c'est ce qu'il a perdu d'ailleurs. Hein, mais on coulait du plomb, on faisait un trou, on coulait du plomb à l'intérieur. Donc tout ça, il fallait le charbon de bois. Donc sur une forge de 20 personnes, en Ariège en 1650, sur une forge de 20 personnes, il y avait 250 personnes qui vivaient sur la forêt. C'est-à-dire il fallait déjà les mineurs. Il fallait les gens qui transportent. Le minerai, ça se transportait de l'ordre de 70 kg par personne et par jour. Donc ces gens-là, ils étaient payés à la journée. Ensuite, il y avait les bûcherons, les charbonniers. Et après, pour transporter tout ça, il y avait des muletiers. Parce que le minerai se transportait à dos d'homme, mais par contre, le charbon de bois était tellement précieux, il transportait un pauvre dieu. Donc tous ces gens, ils vivaient sur la forêt. Donc imaginez l'impact des gens qui construisaient leur maison en bois. Pour faire une maison à colombage, il faut une vingtaine de chênes. Même une petite maison. Un pont, une centaine. Un navire, une gabarre, il fallait 30 ou 40 chênes rien que pour faire l'armature. Alors après, ne parlons pas des navires. Hein. Un navire de 100 canons sous Louis XIV, 6000 arbres. 6000 arbres. Vous imaginez un petit peu la forêt. Oui, mais tout était en bois. Tout était en bois. Dans une maison, on dit l'armature,
Mais après, il y avait les planchers, il y avait les portes. Et on ne compte pas le chauffage des Oui, alors après, il y a l'aliment. Mais si vous voulez, c'est un tout. Les gros arbres, on a dit le gros d'œuvre. Joli, les ponts, les jolies poutres et tout ça. Le bois moyen, le charbon de bois. Le taillis, les pauvres gens, ils se chauffaient comme ça. Vous avez, même ici, jusqu'à la guerre de 14, les anciens, ils faisaient les fagots. Les taillis, Les feux d'arpège, c'était avec la charmille. les fours à pain, c'était avec des fruitiers, avec des fruitiers ou du buisson blanc. Les pommiers, le poirier, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, si on avait une photo de cette vallée 100 ans en arrière, il n'y a pas de... Moi, j'ai des photos de Rodez, de Ayoub. Vous savez où c'est la ville de Rodez? J'ai des photos de l'Ayoub en 1911. C'est comme ce champ. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Voilà, il y a une maison, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'était pelé. L'impact sur la forêt, imaginez une population de 50 personnes. À cette période-là, on se chauffe, on fait chauffer, on fait cuire sa nourriture. Pratiquement tout est fait en bois. Donc l'invention du haut fourneau, c'est dû au manque de bois. En 1650, on a réussi à calculer qu'il restait en Europe, globalement, 11% de bois. En France, on est à 24%, on prend un point par an. Peut-être pas du bon bois, mais ça viendra sur le temps. Vous imaginez 11%. L'Europe, c'était nettoyé. En Angleterre, moins que ça. C'était pas qui. Les bois étaient plus intelligents. Mais ils étaient plus entretenus du fait qu'il y avait un impact des gens. C'est-à-dire les verriers ramassaient les prêles, ramassaient la fougère, pour faire de la cendre de fougère, pour faire du fondant, pour le verre. Il y avait les animaux, les cochons, tout ça, on les mettait dans les bois. Donc le sous-bois était nettoyé. Si vous voulez, la forêt était plus propre que maintenant, les arbres étaient plus jolis, foncièrement. Mais la vitesse de progression humaine faisait que voilà. La guerre de 100 ans, ça a été une chance, si vous voulez. La cathédrale de Rodez s'est arrêtée pendant la guerre de 100 ans parce qu'on n'avait plus de bois, on ne pouvait plus faire le fêtage, en fait, le bateau. Donc ça s'est arrêté. Donc pendant ce temps, sur 80 ou 100 ans, il y a des arbres qui ont eu le temps de pousser. Mais après, c'était une richesse. Le bois, la poutre elle-même, c'était une richesse. Vous savez, quand le prince noir est allé à la donnerie de l'Aubrac, il les a encerclés, bon, puis il n'a pas pu rentrer dedans parce que les autres ils s'étaient fortifiés. Vous savez ce qu'il leur a demandé? Il leur a dit, moi je vous ferai pas de mal, mais il me faut les poutres de la demeure. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait s'installer, donc il voulait s'installer sur Saint-Géniès, il n'avait pas de quoi construire sa maison. Enfin, il faut une maison, une forteresse, parce que c'était... Donc, il lui fallait des poutres de 8 mètres ou de 9 mètres, il n'y en avait pas. Donc il leur a demandé les poutres, l'évêque l'a coincé, lui a dit, bah, écoutez monseigneur, moi je suis d'accord, je vais demander au roi, le temps qu'il envoie un courrier, l'hiver était passé, l'autre il est parti, parce que les Français ils étaient derrière. Mais ouais, c'était une richesse. Les chantiers de cathédrale ont duré longtemps, par manque d'argent souvent, mais surtout par manque de bois. Alors ça fait évoluer après la construction. Les arcs-boutants, tout ça, les techniques de construction ont évolué, parce que... Mais à la base, c'était poutres d'un seul tenant. Vous voyez des vieilles maisons où vous avez des poutres de 6-8 mètres, puis une section comme ça, c'est assez étonnant. Bon, mais après, quand ils ont vu qu'ils en trouvaient plus, ils ont essayé de trouver autre chose. Mais le manque de bois là pour le bas-fondement, les premiers essais ont été faits en Suède, de monter la taille de la cheminée. Ils avaient essayé au charbon de bois. Ils arrivaient à des tonnes absolument effrayantes. Donc après, ils ont essayé parce que le charbon de terre est connu depuis les Romains. Les Romains chauffaient les hypocostos, ils chauffaient avec du charbon de terre. Mais c'était considéré comme dégueulasse et très polluant. Donc on n'utilisait pas, il y avait du soufre, etc. Ça défumait des suies. Par contre, l'air industriel, c'était l'air de la suie. En Angleterre, vous voyez les villes minières, un petit peu l'état dans lequel elles sont, mais c'est le charbon de terre. Le charbon de bois ne fait pas descendre ça. Oui, il y a des flux acides. Mais je vous en prie, merci à vous d'être venus.